Si vous avez quelques questions, on peut encore continuer 5 ou 10 minutes si ça vous va. Et merci beaucoup pour ces présentations passionnantes et très riches qui nous montrent vraiment les multiples questions aussi matériaux en effet, que vous posez. Monsieur. Oui, bonjour. Écoutez, je ne suis pas, c'est peut-être complètement loufoque, vous allez voir comme question, mais comme il y a beaucoup d'argent et des possibilités de recherche, je crois, réelles, ce qui n'est pas toujours le cas, vous avez parlé de faire des micro-forages dans la pierre pour poser un film dessus, un film de fibre de verre, je crois. Enfin, non. Il y a bien cette idée de devoir percer la pierre donc pour attacher un film. On est d'accord? Et c'était sur l'Extrado, je crois, le film. Bon. Est-ce qu'il serait envisageable, d'après vous, avec sans doute beaucoup de recherches, qu'au lieu de percer la pierre, soit, entre guillemets, attaquée par des micro-organismes qui décéderaient dans un temps à démontrer, et dont le squelette servirait d'accroche de façon donc non invasive pour fixer le même film. Voilà, ça n'existe pas aujourd'hui évidemment, mais il y a peut-être moyen de financer une recherche là-dessus. Peut-être pas pour le faire à grande échelle sur Notre-Dame, mais... Peut-être qu'il faudrait que vous initiiez ce programme de recherche. Je pense que notre grand problème à nous, c'est qu'on doit rendre la cathédrale. En fait, elle aura été retirée pendant 5 ans de son ouverture au public et au culte, et sa fonction initiale et pérenne. Donc il faut qu'on arrive à faire ça. Après, on ne sait pas du tout si on va avoir besoin, on aura peut-être besoin ponctuellement de ces petites encres qu'on pourrait mettre dans des pierres, dont on juge qu'elles sont trop altérées pour ne pas être, un peu mieux intégrées dans cette consolidation de la voûte par un système d'ancrage dans la chape fibrée qu'on met au-dessus. Jusqu'à maintenant, on a pratiqué ça pour les consolidations d'urgence qui ont été faites, qu'on vous a montré, qui ont été faites en plâtre ou en plâtre et chaud. On aurait préféré éviter d'utiliser ce matériau du plâtre, en l'occurrence. On l'a fait contraint et forcé pour que ça prenne vite, qu'on stabilise vite les bords et qu'en fait, on puisse enfin travailler dans des zones qui étaient instables. Maintenant, on a mis ces encres uniquement dans des joints pour l'instant. On n'est pas du tout certain que des pierres qui sont altérées par la température supporteront qu'on les perce pour ancrer cet élément-là avec un point de résine à l'intérieur, etc. Donc c'est pour l'instant une hypothèse, mais on n'a pas pu en faire l'essai parce que dans les éléments qu'on a récupérés, on avait des éléments qui étaient soit effondrés par le choc de la flèche pour les voussoirs de la nef, et pour les autres, pour le voûtin du bras nord, c'était la même chose. Et pour la croisée, en fait, on n'avait plus beaucoup d'éléments parce que je pense qu'une bonne partie était transformée en chaux. Après, bon, nous, on est ouvert à toutes les idées dans la mesure où, évidemment, aujourd'hui, elles permettent de se réaliser dans le cadre d'un planning qui est extrêmement dur, qu'on s'est engagé à tenir et qu'on tiendra coûte que coûte pour répondre aux objectifs du président de la République, qui nous sont transmis par le général Georges Lain, que vous avez entendu ce matin, et qui est notre maître d'ouvrage. Donc, je pense qu'on ne s'embarquera pas sur des éléments de recherche dont la temporalité ne sera pas compatible avec la réalisation des travaux de ce chantier. Mais voilà, après, toute recherche est intéressante, toute innovation potentielle. Je dirais que plus on est dans peut-être pas l'homéopathie, c'est peut-être pas une bonne image, mais dans la recherche de confortation qui crée une homogénéité. Quand je parlais tout à l'heure de modules d'élasticité compatibles, c'est ce type de choses. Trouver des matériaux qui sont compatibles avec les matériaux en œuvre, avec leur mise en œuvre ancienne, avec la logique ancienne, puisque finalement, on intervient dans un ouvrage dont l'équilibre a été conçu il y a 8 siècles, qui s'est
potentiellement déformés par fluage. Je ne sais plus qui parlait du fluage tout à l'heure, si fluage des verres, je crois. Le fluage, il touche les maçonneries, il touche les mortiers, il touche les formes, il touche les pierres aussi. Et donc, il faut qu'on soit le plus possible compatible avec l'existant pour éviter d'amener des points durs dans les constructions anciennes qui, petit à petit, risquent de créer de nouveaux désordres à terme. Donc ça, on est conscient de ce genre de choses. Mais bon, on travaille avec les techniques qu'on a à disposition. Est-ce qu'il y a une autre question? Pour l'instant, de toute façon, en fait, on n'a même pas à penser si ces délais sont tenables ou pas. Notre objectif, c'est fin 2024, et on travaille à marche forcée dans ce sens. Jusqu'à maintenant, on n'est pas les seuls à faire des choix. Le ministère de la Culture et un certain nombre de personnes autour, à travers les commissions nationales du patrimoine, ont mis un certain temps pour valider les choix de restauration, de restitution, de reconstruction des charpentes. Et il en était de même pour un certain nombre, parce qu'il faut un temps d'étude, il faut un temps d'explication, de partage. Le ministère de la Culture exerce le contrôle scientifique et technique sur les travaux des architectes en chef. Ici, on est dans un lieu où la collégialité s'étend aux scientifiques, en l'occurrence. Il y a énormément d'historiens, de chercheurs de différentes disciplines qui accompagnent ce chantier. Et encore une fois, dans une temporalité qui n'est pas toujours compatible avec celle de la réalisation des travaux, mais néanmoins. Et donc, il y a un dialogue qui prend du temps. Aujourd'hui, on est en phase de consultation d'entreprise et on est en phase de passation presque des marchés pour la reconstruction de toute la partie centrale de la cathédrale, c'est-à-dire le transept et les amorces de la nef et du chœur. Et là, ça veut dire la flèche, les charpentes que vous avez vues, la reconstruction des voûtes et le réaménagement intérieur. Et on a remis le dossier de concession des entreprises pour la nef et le chœur, intérieur et extérieur, c'est-à-dire tout de bas en haut, à la fin de l'année 2021. Et il est en cours de mise au point pour qu'on lance la consultation des entreprises maintenant. Donc, je pense aussi que les entreprises auront cet objectif. Elles ont cet objectif et elles auront à trouver probablement des moyens d'optimiser les délais que nous ne sommes pas forcément capables de trouver en tant qu'architectes, parce que c'est leur métier de mettre en œuvre. Nous, c'est notre métier de concevoir. Et il y a, pour que ça marche bien, une réelle interaction qui se fait dans la fabrication des dernières phases d'exécution, de planification de l'exécution avec les entreprises. Ce ne sont pas des bras qui exécutent, ce sont on pourrait dire des bras pensants, et nous, on est des têtes avec des bras et des jambes aussi. Donc on essaye de créer ce lien de la manière la plus efficace, et on rentre dans cette phase. Okay. La dernière question. Merci. Alors moi, j'avais juste une question par rapport à la pierre. Et donc, il y avait ce système de compresse que vous utilisez en fait pour pouvoir procéder à un dessalement. Et j'ai pas très bien compris si c'était donc juste un procédé temporaire pour le dessalement ou si en plus il permettait de récupérer les centimètres perdus de la corrosion des pierres. Alors, c'est pas un procédé qui est fait pour récupérer les centimètres perdus. Les centimètres perdus sont perdus. L'objectif de cette compresse que l'on met en place, c'est d'arrêter la déstructuration de l'épiderme de pierre par la cristallisation des sels à l'intrado de la voûte. L'intrado de la voûte, l'extrado aussi, mais surtout l'intrado, c'est une surface d'évaporation importante dans la zone des voûtins et aussi dans la zone des arcs et des nervures. Tous ces éléments-là ont été trempés par les eaux d'extinction de l'incendie. La fracturation des joints dans les différents chocs et les dilatations thermiques de ces éléments par l'incendie
fait que les eaux d'extinction qui comportent des sels ont non seulement lessivé, mais véhiculé les sulfates de la chape, qui sont plus ou moins associés au sel des eaux d'extinction de l'incendie. Et tout ça a imprégné le système poreux de la pierre et des mortiers. Et quand l'eau s'évapore, eh bien, elle laisse les sels dans la couche d'évaporation. Et ces sels, en cristallisant, saturent le système poreux et le détruisent. Donc cette pression saline sur le système poreux, il faut qu'on l'arrête. L'objectif de cette compresse, c'est de l'arrêter. C'est-à-dire que la compresse va devenir la couche d'évaporation à la place de la pierre. Et elle va permettre de sauver ce qui reste des nus de taille anciens sur les pierres qui sont en place. Donc ce qu'on vous a montré, c'est qu'au début, il y avait un brossage, parce qu'on élimine tout ce qui va gêner cette élimination des sels, et notamment la couche de gypse qui est relativement instable à la surface. Quand elle est instable, c'est-à-dire quand elle est sous forme de plaquettes, d'esquamation, mais bon, quand elle est stable, on ne l'enlève pas, parce que le gypse a aussi une certaine stabilité. Ce qu'on veut, c'est pouvoir, quand on a une couche instable, l'enlever de manière à permettre le transfert de sel vers cette couche sacrificielle, mais dont le sacrifice sera long. L'objectif, qui a été tout le travail du LRMH, de Véronique Vergès-Belma, qui doit donner une autre conférence dans ce colloque, je crois, c'était de fabriquer de donner une composition de compresse à base de kaolin, d'un kaolin assez spécifique, et de sable, qui ait à la fois une porosité suffisante pour accueillir le plus de sel qui passe en solution depuis la pierre jusqu'à cette couche d'argile, sans se déstructurer. Voilà. Donc c'est une couche qui a une grande stabilité. On a prévu son renouvellement à 100% en 2 phases, mais c'est une hypothèse. Peut-être que ça sera moins. L'objectif, c'est qu'elle dure le plus longtemps possible pour mettre à l'abri la pierre et tout en drainant le maximum de sel dans la compresse. Elle est temporaire dans la mesure où elle n'a pas pour objectif d'exister après la restauration. Mais elle a quand même une temporalité longue dans la phase actuelle, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces compresses vont rester 1 an en place. Toutes les compresses qui vont tomber, on va les remplacer jusqu'à ce que les travaux de restauration, de consolidation des voûtes soient mis en œuvre. Peut-être que ces compresses resteront partiellement pendant les travaux de consolidation des voûtes. Et ça, c'est un travail qui relève on fait depuis longtemps du dessalement. On l'a pratiqué dans les parties basses des chapelles parce que les eaux d'extinction ont imbibé les sols et sont remontées par capillarité dans les murs. Donc on a eu des phénomènes de cristallisation des sels sur presque 2 mètres parfois, et qui affectent aussi, bien qu'il y ait moins d'échanges hygrométriques, les chapelles peintes. Les chapelles peintes sont peintes avec, je vois que Marie Parent est là, qui a restauré les peintures de la chapelle Saint-Ferdinand dans le chœur. Les couches de peinture qui sont des peintures au plomb et à l'huile, si je ne me trompe, Marie, sont faites aussi parce qu'elles ont une relative étanchéité, qu'elles limitent les échanges hygrothermiques entre le support et l'environnement. Et donc, il y a moins de cristallisation de sel. Malgré ça, on a des remontées capillaires avec des phénomènes de décollement dans des couches qui ont été fraîchement restaurées. Donc, il y aura des reprises de restauration, même sur ce qu'on vient de restaurer. Je suis désolé, je pense qu'il faut qu'on arrête, sinon on risque d'être en retard après. Ça va encore, on a encore une dernière question. Bon, alors les 2 dernières questions, si vous répondez rapidement, on peut encore en faire 2, parce qu'après il faut qu'on se rende dans l'autre auditorium pour la conférence finale. Je voulais savoir si le travail des chercheurs, par exemple, la composition du kaolin sable, ces compresses vont faire l'objet de publications pour connaître le travail dans le détail, les protocoles, pour connaître les protocoles de fabrication, et éventuellement, est-ce que le CNRS prend des brevets sur les recherches, ce type de recherche? Je ne suis pas capable de vous répondre à la 2e question. La première, c'est que oui, j'imagine que ça fera l'objet de publication. De toute façon, l'un des objectifs pas l'un des objectifs, mais l'une des missions du LRMH, c'est aussi de publier. C'est pas seulement un laboratoire qui vient en appui des chantiers
de restauration des monuments historiques. C'est un laboratoire aujourd'hui qui a une mission de publication, mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Voilà. Et il en est de même pour le CNRS. Je crois qu'on a quand même un objectif déontologique dans ce chantier qui est celui de partager les acquis. Le grand leitmotiv, ça a été d'abord la recherche pour Notre-Dame, ensuite Notre-Dame pour la recherche. En fait, c'est plus complexe, c'est plus intelligent que ça. Mais il est certain que le premier objectif, c'est de sauver la cathédrale. Le deuxième objectif, c'est d'acquérir pour d'autres disciplines, pour d'autres édifices, que les acquis de la recherche servent évidemment tout ce qui relève de la restauration, mais pas seulement. Ça peut servir aussi d'autres recherches propres aux disciplines qui interviennent dans ce travail. Alors je complète au nom du LRMH. Il y avait eu un projet européen, Desalination, dans les années, on va dire, 2010. Et donc, je pense que, en fait, sur le site du LRMH, vous pouvez trouver des informations. Il y a des articles, il y a des choses sur cette base. Et puis, ce sont des techniques classiques utilisées depuis longtemps, en effet, adaptées, optimisées pour chaque édifice. Mais n'hésitez pas à aller voir et vous pourrez y trouver des informations. L'un des grands problèmes qu'on a pour ces compresses ici, c'était que leur mise en œuvre est assez difficile. Donc finalement, on les projette comme un enduit avec presque la vieille méthode tyrolienne, sauf que c'est mécanisé. Et les premiers essais qu'on a faits, on les a faits à la main. Enfin, ils n'ont été pas moi, mais ceux qui les ont faits. Donc c'était très long. Il a fallu qu'on trouve des méthodes plus efficaces parce qu'on doit découvrir des surfaces assez considérables. Et l'objectif de Véronique Vergès-Bellemin, c'était de créer une compresse qui soit pérenne. Encore une fois, c'est temporaire, mais ça a une certaine pérennité parce qu'il y a une temporalité du chantier qui n'est pas la même, évidemment, que celle de la remise à disposition de l'ouvrage. Okay. Donc la toute dernière question, si vous voulez. Allez-y, allez-y. Et donc, vous nous avez montré des magnifiques photos sur les magnifiques forêts qu'il y a en France, qu'il faut préserver, évidemment. Comment vous allez concilier la restructuration de la charpente avec la pénurie des bois qui, en cette période en France, mais c'est une question comme ça. J'imagine que c'est déjà prévu. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il se trouve que le chantier... Vous m'entendez? Oui. Le chantier a la grande chance d'avoir les bois qui sont des dons. Donc le chantier de la Flèche, surtout. Et donc il s'agit de dons à la fois de forêts privées et aussi de forêts État. Et nous ne rencontrons pas ce problème qui est un des problèmes majeurs, mais ces dons ont été faits avant que la pénurie n'advienne. Au début, toutes les communes de France étaient prêtes à donner un chêne, enfin toutes celles qui en avaient. Et en fait, on aurait eu beaucoup trop de chênes. Le problème, c'est qu'il y a un cahier des charges extrêmement sévère, comme vous avez pu le voir. Vous avez vu des bois qui tournaient, qui glissaient. C'est peut-être le vent, il suffit qu'un chêne pousse un peu en extrémité de forêt. C'est compliqué. Et donc, aujourd'hui, on a encore des difficultés. Il faut se réapprovisionner à cause de problèmes qui sont liés aussi au fait qu'ils ont été abattus, ces chênes, dans des conditions d'humidité très particulières l'an dernier, parce qu'il a plu beaucoup. Enfin voilà, ce chantier nous apprend énormément de choses. Des choses qu'on a oubliées, parce qu'en fait, on n'a pas reconstruit de voûte depuis la dernière guerre mondiale. Les précédentes, c'était la Première Guerre mondiale, et les dernières avant, c'était l'achèvement des grandes cathédrales au XIXe siècle. Et aujourd'hui, on nous demande on est en train de nous dire qu'il va falloir rendre ce bâtiment avec un certificat de bonne conduite, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce qui s'appelle un certificat de stabilité, une sorte de labellisation de la stabilité à froid. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais en gros, c'est fait pour rassurer tout le monde et dire qu'on peut faire passer les gens sous les voûtes. Et ce qui est quand même fou, c'est qu'on a construit pendant des siècles des voûtes avec ces méthodes, qu'on les réutilise, qu'on se met au même endroit, dans les mêmes formes, qu'on anticipe les déformations qui seront liées au fluage des ouvrages. Et donc aujourd'hui, on a deux approches qu'on met en place avec l'établissement public, qui est celle justement d'études annexes à notre vision du travail de restauration, qui sont confiées à des chercheurs, c'est-à-dire que c'est des chercheurs de Bordeaux sous la direction de Stéphane Morel,
d'un laboratoire de physique des matériaux de l'Université de Bordeaux. Et puis, il y a un groupe de 7 ou 8 chercheurs avec lui qui ont des approches complémentaires assez parallèles, qui se recoupent, et puis dont on attend qu'ils puissent nous dire voilà nos modélisations, ça donne ça. En fait, on s'aperçoit de manière très étonnante que l'image qu'ils ont donnée de la dilatation des voûtes et des déformations liées à l'incendie est très proche de celle qu'on a pu constater, comme je le disais tout à l'heure. Donc, et en parallèle, on a fait une étude historique qui montre que on a reconstruit toutes les voûtes qu'on a reconstruites depuis l'achèvement des cathédrales au XIXe siècle jusqu'aux restaurations des autres cathédrales des Première et Deuxième Guerre mondiale ne sont jamais effondrées. Et celle de Soissons que vous avez pu voir sur les photos que montrait Alexis Giraud tout à l'heure sont vraiment exemplaires, parce qu'on est allé voir 2 fois cette cathédrale en allant chercher les pierres à la carrière de la Croix à Guyard, parce qu'on a sanctuarisé aussi des quantités de pierres pour reconstruire, avec l'accord de l'établissement public, parce que c'est pas facile. On travaille dans des conditions de code des marchés publics, tout en étant sur des dons qui ont été faits. Mais pour montrer qu'on a une gestion la plus saine possible de ces masses d'argent qui sont quand même importantes, voire extrêmement importantes, voire difficiles à comprendre pour certains. Et donc, pour en revenir à ça, aujourd'hui, on est en train d'approcher le mieux possible par diverses méthodes complémentaires, de donner ce qu'on ne pourra jamais prouver, ce qu'on ne pourra jamais atteindre dans le cadre d'ouvrages qui ont été conçus pour répondre à des normes. Voilà. Donc là, on est dans un ouvrage qui n'a jamais été conçu de manière normative, qui a une historicité qui a évolué, et on travaille avec des ouvrages dont, en fait, la meilleure garantie, c'est celle d'avoir duré 800 ans ou 150 ans maintenant pour les ouvrages de Viollet-le-Duc, sans avoir eu de désordre, sans en avoir occasionné, dans un équilibre qui est quelque chose de presque miraculeux quand on envisage ce qu'on peut envisager avec la connaissance qu'ont les archéologues et les historiens des moyens des architectes et des entrepreneurs de cette époque. Mais c'est quand même par l'archéologie qu'on a su qu'on construisait avec des bois verts. C'est récent. Et c'est aussi par ça qu'aujourd'hui, on a des charpentiers qui taillent des bois à la Doloire, et que peut-être on va pouvoir restaurer des charpentes médiévales de manière plus homogène qu'on le faisait avant, avec des boissiers. Voilà. Donc c'est une science qui évolue. On a une science, la restauration, c'est une science, enfin c'est plutôt un métier ou une accumulation de disciplines qui aboutit au projet de restauration d'édifices, qui évolue forcément par les apports de la science, de la technique, par aussi la conception qu'en a la société, de l'attente qu'on a de ce qu'on veut de ces ouvrages après restauration. Merci, c'est une magnifique conclusion pour la session. Donc,